J'ai organisé des congrès israélo-palestiniens et j'ai organisé le premier et le deuxième congrès mondial des imams et des rabbins pour la paix. Et juste entre les deux, j'ai fait un peu de médecine naturelle. Et le virage s'est produit quand je me suis rendu compte que ça m'allait pas d'être comédien. En fait, moi j'ai besoin d'être à l'origine de ce que je fais, d'être le pilote de mes projets. Et comédien, c'est se mettre au service d'un texte, d'un film, d'un metteur en scène et se laisser désirer par les autres. Et moi, j'ai besoin d'être à l'initiative de ce que je fais. En fait, il s'est passé deux choses pour moi en 2014 qui étaient une tentative de réunir les deux parties de moi-même. La partie engagée et la partie qui était plutôt dans une activité de création. Parce que j'ai publié un livre de poèmes à la table ronde en octobre 2014 et ce film. Et ce film est vraiment la synthèse des deux parties de moi-même. Ouais. C'est un film que j'ai commencé à écrire il y a 5 ans. En fait, j'ai participé à un film qui s'appelle Solution locale pour un désordre global de Colin Serrault, qui est sorti en avril 2010. Et j'avais déjà envie que Colin fasse ce film, qui était une façon de montrer à quoi la société pourrait ressembler demain si on mettait déjà les meilleures solutions qu'on connaît aujourd'hui bout à bout. Et il se trouve qu'elle est tombée amoureuse de Claude et Lydia Bourguignon notamment, et qu'elle s'est beaucoup resserrée sur l'agriculture. Et donc j'avais une vraie frustration. Et ça fait des années que je me disais, mais quelqu'un va finir par faire ce film. Parce que dire que les choses vont mal, ça suffit pas. Et puis ça donne pas d'énergie. Si on n'arrête pas de vous dire que le changement climatique va faire monter les eaux et créer des événements extrêmes, que les espèces disparaissent, etc., ça va vous faire peur, éventuellement ça va vous culpabiliser, et peut-être que ça va vous enfoncer le moral dans les chaussettes. Mais à aucun moment ça va vous donner l'énergie de réagir et de faire en sorte qu'on trouve des solutions à tous ces problèmes. On le sait par exemple dans une entreprise, pour mettre tout le monde en action, il faut d'abord une vision, puis une stratégie. Donc je me disais, où est la vision ? Qui propose la vision ? Et ce film est une tentative pour proposer une vision à long terme. Donc ça s'appelle Demain pour dire qu'on peut le faire dès demain, mais c'est aussi une façon de montrer que d'ici 20 ans, on pourrait avoir transformé la société de fond en comble. Et ensuite, on essaye, en montrant des gens qui nous ressemblent, qui font des choses qui sont à notre portée, que les stratégies à mettre en œuvre sont à la fois multiples, mais en même temps totalement accessibles à chacun d'entre nous, dès demain. La chose qui était la plus commune sûrement, c'était le fait que c'est des gens libres. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont décidé d'arrêter d'attendre que quelqu'un leur donne l'autorisation ou les soutiennent pour faire quelque chose, et qui sont des pionniers, des leaders, et qui ont décidé de prendre à la fois leur vie en main et parfois la vie de leur communauté. L'autre chose qui était commune à tous ces endroits, c'est qu'on a vu émerger des principes. Et par exemple, l'idée que pour qu'un système fonctionne, il faut qu'il y ait de la diversité, on la retrouvait partout. Et ça, c'était passionnant. Dans l'agriculture, on voyait bien que la permaculture, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un maximum de variétés de plantes et qu'elles soient associées. Dans les énergies renouvelables, on voit bien qu'on ne peut pas remplacer par exemple des centrales nucléaires par des éoliennes, comme on l'entend parfois de façon hyper caricaturale. Qu'il faut un bouquet d'énergie renouvelable en fonction de ce qui se passe sur le territoire et des ressources qu'on a. Et qu'il faut un peu d'énergie constante, par exemple comme de l'hydroélectricité, et un peu d'énergie alternative, comme du solaire ou de l'éolien. On l'a vu dans l'économie, où il nous expliquait qu'il fallait une diversité monétaire et pas une monoculture monétaire, parce que sinon ça avait des impacts extrêmement négatifs. On l'a vu dans l'éducation, où il considère qu'on ne peut pas faire en sorte que chaque élève apprenne de façon standardisée de la même façon, que chaque élève est différent, et donc il faut une diversité d'approches pour leur faire passer un certain nombre de savoirs. Et donc ça, c'était à la fois passionnant et réconfortant, parce qu'on comprenait que c'était vraiment une nouvelle conception du monde qui était en train d'émerger, au-delà d'initiatives séparées. Après, c'est la responsabilité de chacun de se saisir de ça, et donc il y a des dynamiques associatives qui sont déjà super dans plein de villes. Moi, je suis cofondateur d'une ONG qui s'appelle Colibri et qui est implantée dans plein d'endroits de France. On a presque une centaine de groupes locaux. Et là, par exemple, dans les projections qu'on a faites, c'était un moyen de renvoyer les gens vers des projets qui existent déjà ou des dynamiques qui existent déjà pour les soutenir et qui ne se sentent pas seuls. Et c'était très drôle, par exemple, on était à Strasbourg la semaine dernière
Et ils venaient de lancer une monnaie locale, qui s'appelle le Stuc. Et la moitié des gens qui étaient dans la salle avaient payé leur place en Stuc. Donc ils étaient déjà dans le film, au-delà simplement d'être spectateurs et d'avoir... hier on était à Elbeuf, et donc il y avait des gens de Rouen qui étaient venus avec leur monnaie locale qui s'appelle l'Agnelle, avec des moutons, et donc ils ont marqué sur le billet parce qu'on n'est pas des moutons. Et c'est super, hein. C'est-à-dire qu'on voit que ce monde est en train d'émerger. Il y a plus d'une trentaine de monnaies locales en France qui existent déjà. Il y a beaucoup de fermes en permaculture qui sont en train d'émerger, particulièrement chez les jeunes. On voit que les cursus de formation dans les écoles d'agronomie sont en train d'évoluer. Il faut soutenir et s'appuyer sur cette énergie et sur ces projets qui existent déjà, ça c'est sûr. On a commencé par aller chercher de l'argent différemment auprès des gens. On a fait une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank. Et on voulait que ça soit significatif, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas que les citoyens financent juste un petit bout du film. On voulait qu'ils puissent financer une grande part et qu'ils se sentent complètement investis avec nous du résultat. Donc on cherchait à lever 200 000 euros, ce qui est beaucoup pour les sites de financement en France, puisque c'est plutôt entre 5 et 30 000 euros en général. Et à la fois c'était effrayant parce qu'on se disait, si ça marche pas, ça va envoyer un très très mauvais signal. C'est-à-dire que les gens vont se dire, ah super, ils n'ont même pas réussi à réunir l'argent, donc quand le film va sortir au cinéma, on se demande si les gens vont aller le voir. Et alors qu'on cherchait donc à lever ces 200 000 euros en 2 mois, on les a levés en 3 jours. Ce qui était ahurissant. KissKissBankBank, ils n'avaient jamais vu ça. Et au bout de 2 mois, on avait levé 450 000 euros, ce qui est le record du monde de levée de fonds pour un documentaire. Donc ça nous a à la fois donné une énergie incroyable, c'est-à-dire qu'on est parti sur la route avec tous les gens dans nos valises, en sachant qu'on pouvait financer le tournage grâce à eux, qu'on avait aussi une grande responsabilité de faire un film qui leur plaise, et à la fois, ça a été une forme de plébiscite qui a fait venir plein d'autres partenaires du film, qui étaient un peu hésitants, qui trouvaient que c'était intéressant, mais qui se demandaient si quand même il y avait des gens pour aller voir ça au cinéma, s'il vaudrait mieux pas le faire à la télé, et qui, voyant le succès de la campagne de financement, se sont dit mais oui, il y a plein de gens qui ont envie de voir ce film, donc on y va. Donc France 2 est arrivé, Orange Cinéma Série, et on avait déjà Mars Film qui, eux, avaient eu un coup de cœur en amont en voyant la bande-annonce. Voilà. 2 fois sur 3 on refuse du monde, 1 fois sur 2 les gens sont debout à la fin. Il y en a un certain nombre qui pleurent. Et donc les gens, la plupart du temps, enfin on a eu très peu de retours négatifs pour l'instant. Les gens nous disent merci, donc nous demandent ce qu'ils peuvent faire. Ça, ouais, exactement. Ça réveille plein d'énergie. On a fait une super rencontre à Nice avec, il y avait 700 personnes. Et c'était trop drôle parce qu'on était sur scène donc avec Mélanie et Irina Brook, qui est la directrice du théâtre de Nice. Et en fait, au bout d'un moment, on se disait, bon, on pourrait partir parce que les gens ne faisaient que dire et nous ici on fait ça, et la semaine prochaine il va se passer ça, et vous pouvez rejoindre tel mouvement, et tout ça. Et c'était génial parce que le truc partait quoi. Et là, sur le théâtre, autour du théâtre, on va, sur toutes les plates-bandes, on va faire des légumes, et puis on va lancer le mode local. Génial, donc nous on y va, on vous laisse. Mais c'est super. Ce qui est hyper fort, c'est de se rendre compte que des gens dans 10 pays différents font le même constat et proposent des solutions qui sont inspirées par les mêmes principes. Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a un truc qui est dans l'air qui dépasse simplement notre pays, nos clivages. Et puis, on avait envie de... Ouais, c'est contagieux, mais en même temps, c'est dans l'air. C'est-à-dire que c'est... C'est quantique. Ah, c'est quantique, ouais. Et puis c'est le truc de Victor Hugo, c'est rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue. C'est que c'est Rob Hopkins qui rigolait, c'est un des intervenants du film qui nous disait il y a 2 façons de réagir par rapport à la COP21 et avec les politiques, c'est ou aller dans la rue, manifester, leur dire vous devriez faire ça, vous faites pas ci, etc. Ou alors leur dire il y a déjà des gens dans le monde entier qui sont en train de vivre de telle façon qu'on limite le réchauffement à moins de 2 degrés. Et en faisant ça, ils mangent de la meilleure nourriture, ils font des meilleures fêtes, ils boivent de la meilleure bière, ils sont plus heureux, ils font des métiers plus passionnants. Donc vous pouvez les soutenir ou pas, vous pouvez venir avec nous, mais de toute façon, sachez que c'est déjà en train de se produire. Et c'est le cas. Et rien ne dit que ça sera suffisamment rapide pour résoudre la situation, mais il y a déjà des gens qui sont en marche comme ça. Et on avait envie que ça puisse concerner un maximum de gens, donc d'aller dans un maximum de pays,
qui se disent bah oui, c'est aussi chez nous, et principalement des pays occidentaux, parce que on considérait que l'Occident avait exporté un modèle dans le monde entier qui a besoin de changer. Et donc c'est aussi les Occidentaux qui ont besoin de faire leur mea culpa et de dire on s'est planté et maintenant on se rend compte qu'il faut aller dans cette direction-là. Il y a des études sociologiques, enfin il y a une étude sociologique qui existe, qui a été faite en 99-2000, qui montrait un nouveau courant dans la société qu'ils ont appelé les créatifs culturels et qui quantifiait ça à entre 20 et 25% de la société dans plein de pays européens, aux États-Unis, au Japon. Et c'était une espèce de chose qui était en dessous des radars. Le type s'appelle Paul Ray, le mec qui a fait cette étude. Et ce qui était très étonnant dans son étude, c'est qu'il voyait que les créatifs culturels disaient que si on leur demandait combien est-ce que vous pensez que vous êtes, ils disaient moins de 5%. C'est-à-dire que c'est un groupe qui avait absolument pas conscience de son ampleur. C'est peut-être une des choses dont on a besoin aujourd'hui, c'est que ces gens se rendent compte qu'ils sont plus nombreux que ce qu'ils croient. Et qu'ils ont le pouvoir de changer les choses, pour de vrai.